Bonjour et bienvenue, je suis heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie, le Sphinx, sa véritable énigme. Donc nous y voilà, dans cette partie nous allons vraiment rentrer dans le vif du sujet. Alors, d'ores et déjà nous pouvons affirmer, les fils de Seth, nous affirmons que la véritable énigme du Sphinx est cachée par l'énigme qui est connue de tous, qui est à l'aube je marche sur 4, à midi sur 2, au crépuscule sur 3. Et vous connaissez la réponse, c'est l'homme. Donc nous prétendons que cette énigme cache la véritable énigme du plateau de Gizeh. Le plateau de Gizeh et son caractère énigmatique a, depuis la nuit des temps, stimulé la curiosité d'hommes. Nous pouvons prendre l'exemple de Pausanias, est un homme très cultivé de l'Antiquité. À son époque, il cherchait à comprendre ce mystère. Nous sommes en présence d'une énigme, comme je vous le disais, beaucoup plus profonde. Deuxième chose que nous pouvons affirmer, et en fait nous allons dérouler dans le sens inverse, c'est-à-dire que nous allons vous révéler la véritable énigme et nous allons vous expliquer pourquoi. La véritable énigme du plateau de Gizeh, en fait Gizeh a été conçu et bâti pour annoncer un rendez-vous astronomique. Cela pose deux problèmes. Si Gizeh annonce aux hommes du futur un rendez-vous astronomique, si cela transmet cette information, cela pose deux problèmes. Le premier problème, c'est pourquoi bâtir un site si important qui contient cette information? Pourquoi avertir les hommes du futur? Pourquoi? Deuxième chose, comment faire en sorte pour que cette information ne soit accessible qu'à certaines personnes? Donc en fait c'est la même question, c'est pourquoi le faire? La réponse c'est donc ce rendez-vous astronomique, il ne faut le donner qu'à certaines personnes. Donc pourquoi? Et le deuxième volet, c'est ce deuxième volet a été certainement une problématique qu'ont rencontré les bâtisseurs. Ils ont dû se demander, mais si on doit déterminer la position d'astres pour un observateur terrestre, si on doit décrire ce rendez-vous astronomique pour un observateur terrestre, à des hommes du futur qui vont le vivre, quel système inventer pour qu'il soit sûr, pour qu'il ne doute pas, pour qu'il soit sûr qu'il s'agit bien de ce que nous voulions décrire. Donc vous avez compris, je me mets à la place des bâtisseurs. Donc voilà. Et c'est là qu'intervient l'invention du calendrier stellaire. Parce que vous comprenez que s'ils avaient utilisé un calendrier solaire, il aurait fallu avoir l'assurance que 7000 ans plus tard, les hommes n'utilisent pas un calendrier lunaire, mais bien un calendrier solaire. Et puis si on utilise un calendrier lunaire, il faut être sûr qu'ils n'utilisent pas un calendrier solaire. Enfin, le problème était, il ne fallait pas se louper. Et donc, vous l'avez compris, un monument aussi important, c'est parce que derrière, il y a une intention importante. Donc, ce qui a été retenu, c'est un calendrier stellaire. Donc, le ciel a été divisé en 12 parties, et vous connaissez ces 12 parties, ce sont les constellations du zodiaque. Donc, donc nous avons posé la question, mais nous y avons répondu. Voilà, donc, utiliser quelque chose de fiable, auquel nous avons accès, nous les bâtisseurs avons accès, mais auquel eux aussi auront accès. Ensuite, nous allons répondre à la première question. Pourquoi bâtir un site si important qui contient cette information? Et comment faire pour que cette information, donc ce rendez-vous astronomique, ne soit dans la main que de certaines personnes? Et pourquoi? Nous allons voir cela. Vous allez voir sur
Je laissais provisoirement mes questions de côté, pensant que les bâtisseurs semblaient adeptes de cette devise « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» Pour exemple, les 8 faces de la Grande Pyramide, quand 4 auraient été autrement moins complexes à réaliser, surtout si ça n'a pas d'utilité, comme on le prétend. Pas d'utilité? Pas si sûr, comme vous allez vous en rendre compte. Il nous faut retourner pour cela avant la Seconde Guerre mondiale, au Caire. André Pauchan, professeur de mathématiques au Caire dans les années 30, s'est vu un jour remettre cette extraordinaire photo, prise par hasard par la Royal Air Force un soir de l'équinoxe d'automne. Elle montrait la face sud de la Grande Pyramide exactement divisée en 2 parties, une moitié dans l'ombre et l'autre dans la lumière. Ceci est uniquement dû au creusement des faces, car lorsque le soleil franchit les angles de la pyramide, durant quelques secondes seulement, la face sud est visuellement divisée en 2. Et il n'y a que 2 moments dans l'année où ce phénomène se produit. Les jours d'équinoxe, jour où le soleil se lève plein est. André Pauchan va lui-même vérifier en prenant ces 3 photos en procédé infrarouge le 21 mars 1934. Si dans un logiciel d'architecture, vous replacez la pyramide avec sa forme et ses dimensions précises, et à ses coordonnées géographiques exactes, alors vous verrez aussi ce phénomène se produire au moment des équinoxes. Comme vous le voyez, la pyramide marque les équinoxes. Mais allons encore plus loin. Si l'on mettait un homme au sommet de la pyramide et que on faisait une projection de sa vue, on l'étendait jusque une projection spatiale dans l'espace par une ligne. Donc par exemple, vous allez voir un dessin et vous allez voir que la forme de la pyramide n'a pas été choisie par hasard. La forme pyramidale à base carrée a 4 arêtes. Si on fait une projection spatiale de ces 4 arêtes dans l'espace, nous allons tomber. Alors il faut savoir que la pyramide est orientée plein nord. Si nous faisons une projection spatiale, nous allons tomber sur 4 constellations. Ces 4 constellations correspondent aux 4 animaux de l'Apocalypse. Bref. Les 4 angles de la Grande Pyramide coïncident avec 4 signes du zodiaque, le taureau, le lion, le scorpion et le verseau. Dans l'Antiquité, l'aigle remplaçait le scorpion et le verseau l'ange, comme on peut le voir aux façades de nos cathédrales. Si donc ce calendrier stellaire a été utilisé. Le calendrier stellaire utilise la projection du Soleil dans l'espace, comme vous le savez, peut-être. Donc, il est tout à fait naturel que la pyramide marque le comportement du Soleil. Et vous le savez peut-être, l'équinoxe est le moment, dans la révolution de la Terre autour du Soleil, l'équinoxe est le moment où la Terre est à un endroit bien précis. Cet endroit... Cette semaine, c'est l'équinoxe, le début du printemps. Nous ressentons notre périple autour du Soleil grâce aux saisons. Hiver, printemps, été, automne, de nouveau hiver. Comme son axe est incliné, la Terre se présente au Soleil sous des angles différents. Quand la Terre est ici, le Soleil, à midi, est à la verticale de l'hémisphère sud. Là-bas, c'est l'été. Alors que la plus grande partie de la journée, l'hémisphère nord est à l'ombre. C'est l'hiver. Puis, au fur et à mesure que la Terre avance sur son orbite, la ligne où le Soleil tape à la verticale monte vers l'équateur. L'équinoxe, c'est le jour où le Soleil est à la verticale de l'équateur. Le nord et le sud en profitent équitablement. Pour l'hémisphère nord, le printemps commence. Comme la Terre continue son périple, la ligne où le Soleil tape à la verticale monte encore vers le nord. Et là, au mois de juin-juillet, l'hémisphère nord sera tourné vers le Soleil. Les rayons nous arriveront sous un angle plus direct, ce sera l'été, on aura chaud. Puis notre voyage continuera, le Soleil redescendra vers l'équateur, le croisera à l'équinoxe d'automne, le 23 septembre, cette fois pour retourner sous l'équateur, ce sera l'hiver. Mais actuellement, le Soleil est sur l'équateur. Le printemps commence. En tant qu'observateur terrestre, nous le vivons comme une égalité entre le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'il y a la même dose de temps entre le jour et la nuit. Si la pyramide donc marque les équinoxes
et dans une projection marque 4 signes astrologiques. Pour toujours un observateur terrestre, elle marque aussi les solstices. Mais il y a un autre symbole hermétique qui a la même fonction. Comme vous allez le voir, le symbole du yin et le yang, alors vous le savez, les fils de Seth, nous avons une initiation taoïste. Moi je l'ai par exemple, il y en a d'autres qui l'ont, d'autres ne l'ont pas, mais il y en a certains qui l'ont. Peu de personnes le savent, alors c'est pas un secret, c'est un secret de polichinelle, hein. Les vrais secrets taoïstes, les vrais secrets de l'initiation taoïste ne sont pas de cet ordre, ils sont beaucoup plus profonds. En tout cas, et la clé est beaucoup plus profonde. En tout cas, nous pouvons vous révéler, ce que vous allez voir ou ce que vous avez déjà vu, nous pouvons vous révéler que le signe du yin et du yang marque non seulement les équinoxes, mais marque les solstices. Donc, en hermétisme, nous avons l'habitude de coder le temps. C'est quelque chose d'assez courant. Et les hermétistes du plateau de Gizeh avaient cette façon de faire. Ensuite, nous voyons que le sphinx regarde à l'est. Là aussi, en tant qu'hermétiste, ça a du sens pour nous. Parce que si je me mets en face, comme là sur la carte vous êtes en face, l'est est à droite. Il regarde vers l'est. Le sphinx regarde vers l'est. Donc, pour un hermétiste, et nous avons fait une vidéo, on a été hacké, mais c'était pas de problème, mais on avait fait une vidéo dans laquelle on vous expliquait comment un hermétiste raisonnait et comment quelqu'un qui avait un esprit scientifisé raisonnait. Et nous avons fait la démonstration que c'était deux façons de raisonner différentes. Mais en tout cas, ce détail est intéressant pour tout hermétiste, car en regardant à l'est, cela veut dire qu'il attend quelque chose. Puisque l'est est le moment du lever du soleil. S'il avait regardé à l'ouest, donc vers la gauche, cela veut dire que c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Les bâtisseurs donc ont disposé des informations et les ont organisées d'une façon bien précise sur le plateau de Gizeh, ça vous l'avez compris. Donc ils veulent attirer notre attention sur plusieurs choses. En posant une pyramide plein nord, avec des arêtes, en choisissant la forme pyramidale, avec l'élévation, les calculs mathématiques, etc., je laisse ça à la révélation des pyramides. Nous ne sommes pas experts dans le domaine. Donc, en choisissant la forme pyramidale, avec les arêtes, la projection spatiale des arêtes dans l'espace, qui touche 4 signes astrologiques bien précis, qui marquent les équinoxes, donc avec une base solaire, etc., etc. Bon, il y a des vidéos sur le sujet sur Internet, je vous laisse le truc. Donc, on attire notre attention sur ça, sur le Soleil, sur le calendrier stellaire, sur les équinoxes, le solstice. Donc, on nous dit, tout ce qui marque le temps est important. Ensuite, on attire notre attention, donc on peut d'ores et déjà affirmer qu'on attire notre attention sur l'axe Lion-Verseau. Alors, pourquoi disons-nous ça ? À ces 4 signes sont associées 4 étoiles parmi les plus brillantes du ciel, jadis baptisées les gardiennes du ciel. Ce sont Aldébaran dans la constellation du Taureau, Régulus dans le Lion, Antares dans le Scorpion et Fomalhaut au sommet des Poissons à notre époque, mais anciennement dans le Verseau, avant la modification faite par les astronomes modernes. Ces étoiles paraissent toujours conserver la même position entre elles et servent donc de point de repère fixe à travers le temps. Cet axe représente l'axe Taureau-Scorpion, anciennement Taureau-Aigle, que les Babyloniens représentaient par un taureau ailé. Celui-ci, c'est l'axe Lion-Verseau, ou Lion-Ange selon l'appellation ancienne, dont on trouve sa représentation ici même sur le plateau de Gizeh. C'est le Sphinx. Même aussi, il y a le Sphinx. C'est la deuxième allusion à l'axe Lion-Verseau. Ensuite, sur ce Sphinx, il y a le cœur. On va vous passer un passage. Alors une bosse sur la poitrine du Sphinx que les Arabes appelaient Al-Kalb-al-Assad, le cœur du lion, et que jamais personne n'avait encore expliqué. Al-Kalb-al-Assad était aussi, coïncidence de plus, le nom que les Arabes donnaient à l'étoile la plus brillante de la constellation du Lion, Régulus.
Depuis l'Antiquité, le sphinx est synonyme de l'énigme et semble nous concerner directement, comme le rappelle la célèbre devinette, qui commence par 4 pieds, continue sur 2 et achève sur 3. Souvenez-vous de la réponse. C'est l'homme et c'est son destin. Le nom arabe du sphinx, Abu al-Hol, signifie le père de la terreur, rappelant probablement ainsi sa raison d'être et sa fonction. Mon informateur ajouta que lorsque les yeux... Voilà, le cœur du lion, mais ça nous y reviendrons plus tard. Alors maintenant, résumons. Qu'avons-nous dit? Nous constatons qu'il y a un plateau de Gizeh, que des informations sont disposées d'une façon très organisée, qu'elles utilisent des projections dans l'espace et qu'elles font allusion à une mesure du temps qui sera disponible à des hommes du futur et donc un calendrier stellaire à base étoile, mais en partant du mouvement du Soleil. Donc voilà ce que nous avons. Après, on attire notre attention sur l'axe Lion-Verseau. Et ensuite, comme je vous le disais, le cœur du lion. Mais cela pose une question. Comment ces bâtisseurs connaissaient avec précision le mouvement des astres? Comment connaissaient-ils avec cette précision le mouvement des astres? Parce que si le plateau de Gizeh annonce un événement futur, comment savent-ils qu'à ce moment-là, dans le ciel, pour un observateur terrestre, les astres seront précisément à cet endroit-là? Alors, il y a la machine denticitaire, et là, pareil, je vous encourage à aller voir le film BAM, Bâtisseur de l'Ancien Monde, de Patrice Pouillard. En passant, je lui transmets tout le meilleur du monde avec son équipe pour le travail magnifique qu'ils ont fait. Et je vous conseille d'aller voir ce film qui approfondit le sujet. Si vous voulez vraiment approfondir le sujet, allez voir ce film. Vous tapez Bâtisseur de l'Ancien Monde sur Facebook, vous allez tomber dessus. Mais la machine denticitaire est une machine avec un engrenage bien précis et qu'on a retrouvé et qui laisse présager que les hommes du passé savaient avec précision définir la position des astres dans le ciel. Voilà, mais allez voir ce film, il est très intéressant. Ce que les hommes d'aujourd'hui, ce que les hommes scientifiques ne savent pas faire. Ce que les hommes hermétistes d'hier savaient faire, les hommes aujourd'hui ne savent pas faire. Au pire, nous pouvons prévoir certaines éclipses à 30, 40 ans, 50 ans, mais à 7000 ans, c'est impossible. Et pourtant, c'est ce qui se passe sur le plateau de Gizeh. Donc, est-ce qu'ils savaient, est-ce qu'ils connaissaient? Oui. Et d'ailleurs, vous allez voir le reste qui va suivre. Le reste qui va suivre va vous en dire plus. Donc, ces bâtisseurs, nous pouvons affirmer que ces bâtisseurs, sur le plateau de Gizeh, ont marqué un rendez-vous astronomique pour les hommes. Un rendez-vous important. Et, à côté de cela, un axe Lion-Verseau. Donc maintenant, intéressons-nous au cœur du sphinx. Et ce qui va nous donner l'information, c'est un Essénien. Vous allez me dire, tiens, les Esséniens s'intéressaient au temps, et au temps astronomique, et astrologique. Malheureusement pour certains, qui suivent un peu trop près, qui ont une vision un peu trop radicale, une lecture trop radicale des textes, et dans lesquels l'astrologie et toutes ces sciences humaines sont relayées, ne sont pas intéressantes. Ce qui est dommage, c'est que les Esséniens, cette haute communauté spirituelle à laquelle ils se réfèrent, s'intéressaient à l'astrologie, à la divination, comme nous allons vous le démontrer. Donc c'est un Essénien qui nous donne l'information du cœur du sphinx. Car ils ont cette information. Alors, est-ce qu'ils s'intéressaient au temps, les Esséniens? Oui. Non seulement qu'ils ont combattu avec leur rouleau enfermé sous vide dans des jarres, ils ont cherché à combattre le temps, donc ils avaient une connaissance pour combattre le temps, mais en plus, ces Esséniens, il y a un rouleau qui sort de l'ordinaire. Ce rouleau parle du temps et d'un calendrier particulier qui est le calendrier énochien
c'était quelque chose d'important pour eux, parce que c'est le seul rouleau qu'ils ont fait. On peut affirmer que Qumran est une capsule temporelle. Elle a été inventée pour cela. Par ailleurs, est-ce que les Esséniens s'intéressent autant sous un autre aspect, sous l'aspect de la divination? Vous pouvez voir ce que dit Flavius Joseph sur le sujet, qui est un historien juif qui a écrit les Antiquités judaïques. Regardez ce qu'il dit au sujet des Esséniens. Ce témoignage est apporté par Flavius Joseph, qui apparemment a vécu avec eux dans les Antiquités judaïques. Il est fait mention, c'est un historien. Antiquité judaïque. La troisième a pris le nom d'Esséniens. Juifs de naissance, mais plus étroitement liés d'affection entre eux que les autres, ces hommes répudient les plaisirs comme un péché et tiennent pour vertu la tempérance et la résistance aux passions. Ils s'appliquent merveilleusement à la lecture des anciens ouvrages, choisissant surtout ceux qui peuvent servir au bien de l'âme et du corps. C'est là qu'ils cherchent pour guérir les maladies, la connaissance des racines salutaires et des vertus des pierres. Ils atteignent un âge avancé la plupart, même pas 100 ans. Ils méprisent les dangers et triomphent de la douleur par la hauteur de leur âme et considèrent la mort, si elle se présente avec gloire, comme préférable à une vie immortelle. Il y en a même parmi eux qui se font fort de prévoir l'avenir, à force de s'exercer par l'étude des livres sacrés, les purifications variées et les paroles des prophètes, et il est rare qu'ils se trompent dans leurs prédictions. Donc les Esséniens, et on a fait déjà des lives dans lesquels on parle de l'influence des Esséniens et de la divination essénienne avec le roi Hérode. En tout cas, les Esséniens s'intéressent au temps. Et donc, cette communauté s'intéresse au temps, comme nous voulons vous le démontrer. Et c'est un Essénien qui, dans un texte, va nous révéler ce qu'est le cœur du Sphinx. Mais de manière codée, toujours pareil. Nous vous rappelons que l'hermétisme, c'est disposer des informations, les organiser d'une certaine façon afin qu'il y ait un cryptage, afin que certaines personnes initiées puissent avoir accès à l'information. Donc c'est une façon de mettre en forme l'information. Cet Essénien, alors déjà, sur Gizeh c'est déjà crypté, mais cet Essénien va encore recrypter. Et il va même aller à parler du comportement des hommes, à crypter le comportement des hommes, au moment de ce rendez-vous astrologique. Comment cela ? Il décrit dans son texte une femme. Et je regardais, et voici il apparut une grande surprise au ciel. Une femme habillée du soleil, et la lune sous ses pieds, et dessus sa tête une couronne de 7 étoiles. Et je savais qu'elle était la source des eaux vives et la mère des forêts. Et je me tenais sur le sable de la mer, et je vis la bête sortir de la mer, et de ses narines sortait un souffle sale et répugnant. Et de là où il s'éleva, l'eau claire se changea en vase, et son corps se couvrit d'un minéral noir et bouillant. Et la femme habillée de soleil étendit ses bras vers la bête, et l'enserra et l'embrassa. Et voici sa peau de perle dessécha au contact de son souffle souillé, et son dos se brisa par les bras de roc broyant, et elle versa des larmes de sang dans la bain de vase. Les Esséniens sont des juifs. Ils ont l'ésotérisme juif. Dans l'ésotérisme juif, il est très commun de préfigurer par une bête un comportement sociologique. Je m'explique. Vous partez en vacances, vous êtes un groupe de 20. Sur les 20 personnes, vous allez avoir plus de la moitié, on va dire 14 personnes, qui aiment un humoriste, et 6 autres qui ne l'aiment pas. Les 14 personnes qui vont aimer cet humoriste, s'il arrive qu'il fasse, au moment des repas, et qu'il fasse des allusions à cet humoriste en refaisant les sketchs, il y a, pendant tout le voyage, il y a 6 personnes qui vont être mises de côté. Cet aspect sociologique du groupe, de l'importance du groupe, de la communauté, des forces qui régissent une communauté, qui sont définies aujourd'hui par la sociologie,
était connu des ésotéristes juifs. Et pour préfigurer on va dire que cet humoriste est présent invisiblement. Il est là sans être là. C'est ce qu'on appelle un égrégore. C'est une présence invisible. Dans l'ésotérisme juif, cette présence invisible est souvent, et très souvent, préfigurée par un animal. Le premier à utiliser cette cryptage, cette clé, est Daniel, quand il se retrouve à Babylone. Daniel, lui, il fait un égrégore des comportements et des attirances, des affinités du pouvoir. Donc souvent les bêtes de Daniel sont des égrégores de pouvoir. Moi je vous ai cité l'exemple d'un égrégore, c'est des gens qui partent en vacances, voilà, c'est une présence invisible, l'humoriste est là sans être là. Voilà. C'est comme si elle vivait. Alors bien sûr, c'est un principe, hein, faut voir ça au deuxième, troisième degré. En tout cas, cet essénien, donc dans les ésotérismes c'est classique, les esséniens, comme on l'a déjà longuement expliqué, ont la partie ésotérique du judaïsme et ils connaissent cette forme de cryptage. Et cet essénien, c'est ce qu'il fait. Ce monstre représente un comportement des humains au moment où cette femme apparaît. Alors, qui est cette femme ? Cette femme, c'est un rendez-vous astronomique. Et c'est indiqué par son vêtement de dessus qui est le soleil et la lune qui est sous ses pieds. Alors pourquoi la lune sous ses pieds ? Parce que d'une observation terrestre, si on regarde, alors il s'agit en fait d'une éclipse. Si on regarde une éclipse, la lune se met entre le soleil et l'observateur terrestre. Donc on peut dire que l'observateur terrestre est en bas et quand il regarde en haut, il voit la lune sous les pieds du soleil. Mais alors pourquoi un vêtement de soleil ? Ça veut dire que cette femme représente une étoile qui est habillée de soleil. En fait, il s'agit d'une éclipse dans une constellation et plus particulièrement dans une étoile. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que cet essénien connaît un rendez-vous astronomique, ça veut dire que cet essénien connaît un rendez-vous astronomique et une éclipse plus particulièrement qui se déroulera dans une étoile. Mais est-ce que cela s'est réellement passé ? Vous l'avez compris, cet essénien a codé le comportement des hommes. Donc si la femme est une éclipse dans une étoile, si cette femme c'est une étoile, elle est habillée de soleil et il y a la lune sous ses pieds, donc c'est une éclipse pour un observateur terrestre. Donc c'est une éclipse dans une étoile. Ça veut dire que la bête, c'est le comportement face à cet événement astronomique. Et qu'est-ce que fait l'égrégore ? L'égrégore broie la femme. Ça veut dire qu'elle ne lui accorde pas d'importance. Pour elle, cet événement astronomique n'existe pas. Vous l'avez compris, les Esséniens, et vous allez le voir, les Esséniens connaissent le cœur des hommes, et ils connaissent l'art de la divination, et à n'en pas douter, Flavius Joseph avait vu juste. Ils tiennent, vous allez voir que les Esséniens gardent leur réputation intacte, même 2000 ans après. Est-ce que cet Essénien annonce l'avenir avec précision ? Est-ce que cela s'est réellement passé comme les Esséniens l'avaient dit et décrit ? Mais de quel rendez-vous astronomique s'agit-il ? Non seulement l'humanité a été indifférente et n'a pas accordé d'importance, et c'est normal, c'est ce que je vous expliquais, c'est seuls des initiés allaient se rendre compte de cela. Et deuxièmement, non seulement que l'humanité n'a pas accordé d'importance à ce rendez-vous astronomique, comme le décrit cet Essénien, mais en plus, il y a eu une illusion qui s'est accolée à cet événement. Car un mois après cet événement astronomique, on l'a attendu.
Donc on a accordé de l'importance, non seulement on n'y a pas accordé d'importance au rendez-vous astronomique, mais en plus, l'importance a été accordée. Il y a eu des rumeurs de fin du monde un mois après. Cet événement est l'éclipse solaire du 21 août 2017. Cette éclipse solaire s'est déroulée dans le cœur du Lion. Nous y voilà, vous commencez à comprendre. Les Esséniens tiennent leur réputation, à n'en pas douter. Mais les hermétistes qui ont bâti le plateau de Gizeh aussi. Les hermétistes qui ont bâti le plateau de Gizeh, nous le savons, ont fait les choses par culpabilité. Et ils ont voulu avertir les hommes du futur, de l'imminence. Quand l'éclipse solaire sera dans le cœur du Lion, de l'ouverture de l'ère du Verseau. Et au début de cette ère, pour des raisons que nous connaissons, démarrera un cycle. Le plateau de Gizeh annonce un rendez-vous astronomique, vous l'avez compris. Les bâtisseurs du plateau de Gizeh connaissaient précisément le mouvement des astres et ils ont annoncé qu'au départ de l'ère du Verseau, voilà pourquoi ils ont marqué et ils ont attiré 2 fois notre attention sur l'axe Lion-Verseau, car une éclipse allait surgir dans le cœur du Lion, dans l'étoile Régulus. Dans cette étoile, qui est le cœur du Lion, dans le cœur du Lion allait surgir cette éclipse pour un observateur terrestre. Cet Essénien connaissait cet événement. Et lui, il a correctement décrit, et il a fait correctement son boulot en décrivant correctement le comportement des humains. Les humains sont passés à côté de l'ère du Verseau, du début de l'ère du Verseau. À l'époque, nous avons fait une vidéo, mais nous n'avons pas voulu brusquer les choses. Donc nous pouvons vous affirmer, les fils de Seth ont l'honneur de vous affirmer que nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau, que ce rendez-vous astronomique qui démarre l'ère du Verseau était annoncé sur le plateau de Gizeh, que l'organisation des informations sur le plateau de Gizeh était réservée à des initiés, dont les Esséniens étaient certainement les héritiers, que cet Essénien a correctement décrit le comportement des hommes et de l'humanité face à ce rendez-vous astronomique, et que ce rendez-vous astronomique présage de décisions importantes que l'humanité doit prendre si elle désire survivre. Je vous remercie. J'espère que vous avez apprécié les informations que nous avons partagées. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur notre groupe Facebook, Découverte du nazoréisme, les activités des Fils de Seth, sur notre page Les Fils de Seth, le site www.fils-de-seth.com. Le prochain live portera sur la prononciation du nom divin, Yod et Vav et. Comment le prononcer? Alors on a dit Yahvé, Jéhovah, Yehovah. Ce n'est pas cela, bien évidemment. Ce nom révèle une information importante et nous allons en discuter la semaine prochaine dans le prochain live. Seules les femmes sont invitées. Alors nous déconseillons pour des raisons de santé aux hommes machos de regarder ce live. Voilà. Toutes les femmes, toutes et toutes, vous êtes invitées. Nous continuons à libérer Osiris et nous allons fortifier la bibliothèque du site internet et nous allons continuer, nous sommes en train de tourner les mouvements de la gymnastique taoïste et voilà, nous allons vous tenir au courant de tout cela. Voilà, c'est fini. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Shiva.